Aujourd'hui, on fait un format un peu différent. On va s'essayer à un petit décryptage de l'intervention du président l'autre jour sur TF1. Alors décryptage, c'est-à-dire tentative de traduction et aussi d'explication sur le fond. D'abord, l'exercice consiste à avoir un œil critique, alors en l'occurrence sur ce que dit le président, et donc une certaine remise en cause de son discours. Du coup, faut pas aller voir là-dedans une coloration politique particulière de notre part. C'est l'exercice qui veut ça. Si ce format vous plaît, on fera pareil avec d'autres personnalités qui viennent de la gauche ou qui viennent de la très droite. Et on se tiendra, cette fois-ci, les suivantes, et comme on a toujours essayé de le faire jusqu'à maintenant, alors, à une neutralité, c'est pas possible, mais à toute l'honnêteté intellectuelle dont on est capable. Allez, assez introduit, Ancel Marcel, on ouvre le capot de la rhétorique présidentielle. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Alors on saute l'entrée et on commence avec la première question. Première question donc, est-ce que ce texte entrera en application, comme prévu, au 1er septembre ? Alors c'est intéressant de voir pourquoi elle pose la question si la loi va être appliquée. A priori, une loi, c'est fait pour être appliquée. Si elle est votée, elle est appliquée. Il y a un précédent, qui est celui de 2006, le contrat de première embauche. À l'époque, le président Chirac avait reculé. Donc après la promulgation du texte, donc je mets une parenthèse, mais en gros, le processus législatif, on vote une loi, et ensuite, il y a 2 semaines pour que le président promulgue la loi. Donc promulguer la loi, c'est lui donner une force juridique, donc c'est à partir du moment où elle s'applique. Et du coup, le président avait, à l'époque, promulgué la loi, et une dizaine de jours après, il y avait toujours un bazar monstre dans la rue, et du coup, ils ont dit « Ok, très bien, en fait, on l'a promulgué, mais on ne va pas l'appliquer ». Et donc, ils ont viré du texte les 2 dispositions qui posaient problème, et du coup, ça s'est calmé. Et la raison, sans doute, pour laquelle elle pose la question là, c'est « Est-ce que vous allez faire comme Chirac ?» C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a encore une chance pour que vous disiez « Ok, j'ai envie de calmer le jeu ?» Il y a peu de chance. Bonjour et bienvenue, je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Alors ça, c'est une formulation intéressante. Il aurait très bien pu dire « Oui, ça va s'appliquer ». Mais oui, ça va s'appliquer, c'est une manière un peu... ce serait un peu frontal quand même de dire « Bah oui, il va s'appliquer, il a été voté, il va s'appliquer ». Donc, il dit « Ça va suivre son cheminement démocratique ». Donc, il essaye d'instiller dans la tête de celui qui regarde l'idée que c'est la suite logique démocratique que d'appliquer la loi. Évidemment, il y a plein de gens qui vont discuter ça. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié après ces concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat. Alors, je mets une parenthèse, mais Julien Bugier, là, il a l'air de s'emmerder royalement. Il écoute poliment la réponse téléphonée du président, parce que c'était prévisible qu'il dise ça. Je préfère ne pas trop aller sur ce terrain-là. Il y a des gens qui le font autrement mieux que moi, et je pense notamment à Fabien Olicard, qui fait ça merveilleusement bien. Et en effet, qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 1049.3, et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Alors on pourrait évidemment avoir un œil critique sur ce qu'il dit. D'abord, les syndicats diraient qu'il n'y a pas eu de concertation du tout. Ensuite, on pourrait objecter que oui, il y a eu des discussions au Parlement, mais il faut voir dans quelles conditions. On se souvient, l'ambiance pas possible, je veux dire, c'était pas des conditions sereines pour vraiment discuter de la loi, essayer de l'améliorer. Le troisième truc qui est la question du compromis. Alors oui, il y a eu un compromis, mais pas du tout avec les syndicats ni avec la gauche. C'est un compromis qu'il y a eu avec les Républicains, donc la droite. On n'est pas sûr que l'argument soit recevable. Et enfin, l'argument il y a eu un vote puisqu'il y a eu le 49.3. Oui, le 49.3 est un vote bloqué, mais enfin, la raison pour laquelle le 49.3 a été utilisé, c'est pas du tout parce qu'il y avait un blocage des institutions. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la majorité des voix à l'Assemblée. Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays, qui est forte. On va parler de la crise politique, évidemment, à l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus, qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus ». Est-ce à dire, à vos yeux, que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants, sont illégitimes ? Alors, c'est intéressant. Bugier, il pose une question qui est absolument fondamentale en politique, qui est la question de la légitimité du pouvoir, qui est d'ailleurs la question, à mon avis, en tout cas la plus intéressante, c'est qui est légitime pour décider. Est-ce que c'est le président qui décide ? Est-ce que c'est l'Assemblée, qui est l'organe le plus démocratique, entre guillemets, dans une démocratie représentative ? Est-ce que c'est les syndicats ? Parce qu'il y a aussi une démocratie à travers les élections professionnelles. Ils ont été élus, donc ils ont une légitimité aussi. Est-ce que c'est la majorité des gens ? Donc peut-être les sondages, ou en tout cas l'opinion. Est-ce que ça peut être la rue aussi ? Pour résumer, la politique, c'est ça. On est 67 millions de personnes. La question qui se pose, c'est qui décide ? Et qu'est-ce qu'on décide ?
Parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement, mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain, 9e journée d'action dans la rue? C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier? Non, d'abord... C'est la fin de partie. Alors, je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Alors là, c'est intéressant. Elle pose une question très simple, en fait, qui est, en gros, est-ce que vous allez lâcher encore des trucs ou est-ce que c'est la fin? Il ne peut pas répondre à cette question. Il ne peut pas simplement dire, bah oui, c'est terminé, c'est voté, merci, on passe à autre chose. Parce qu'il mettrait tout le monde dans la rue, encore une fois. Donc, en fait, il est obligé de contourner le truc. Alors, il fait du Chirac, hein, je veux dire, on lui pose une question simple, et il commence par dire « Laissez-moi d'abord vous dire, monsieur Pujadas, que je suis profondément choqué par la méthode. » Bon, et puis ensuite, il se barre dans autre chose. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en politique, alors des fois c'est justifié, des fois il faut remettre quelque chose dans son contexte pour pouvoir mieux comprendre, et des fois c'est juste une manière de ne pas répondre à la question. Donc là, en l'occurrence... Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Alors ça, c'est côté très très Sarkozy. Hein. Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir, monsieur Pujadas? C'est marrant parce qu'il y a certains codes comme ça qui reviennent. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Bon, là il part sur l'explication de fond. En fait c'est génial, il contre-attaque. C'est la seule chose qu'il peut faire dans cette situation-là. Comme il ne peut pas dire « bah oui, bah désolé, maintenant ça s'applique », il va rajouter une couche du « bah j'étais obligé de le faire ». Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt général. D'abord, il faut se méfier structurellement de l'argument du « on ne peut pas faire autrement ». Alors c'est un argument qui a été utilisé à l'époque par Margaret Thatcher, qui avait dit, alors on lui attribue cette phrase « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, le fameux TINA. On ne peut pas faire autrement. Généralement, il faut se méfier, il y a toujours une manière de faire autrement, c'est une question de choix politique. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'il nous dit je prends mes responsabilités et c'est l'intérêt général. Alors, la notion d'intérêt général, c'est une notion un peu glissante, parce que, ok, très bien, mais c'est qui décide de l'intérêt général? En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est je définis à moi-même ce que c'est que l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de faire cette réforme. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation démographique qui est la nôtre? On aurait pu dire on baisse les pensions. La réponse est non. Nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celles des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. Bon, là, encore une fois, il reprend un argumentaire qu'on a largement exploré dans notre épisode sur le faux dilemme, qui est puisqu'on ne peut pas augmenter les cotisations parce que les gens n'ont déjà pas de sous, puisqu'on ne peut pas baisser les retraites parce que les retraités n'ont déjà pas de sous, bon, on va être obligé de faire partir les gens plus tard à la retraite. C'est ce qu'on appelle un faux dilemme, c'est-à-dire on donne deux solutions qui sont inacceptables pour faire accepter la troisième. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre, et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Alors ça, c'est intéressant, parce que plutôt que de dire « donc on est obligé d'augmenter l'âge de retraite », il dit « ou alors on accepte de sortir d'une logique de retraite autofinancée par les cotisations ». Alors peut-être qu'il a regardé l'esprit critique, allez savoir. Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État? Soit on augmente les impôts. Oui, soit on augmente les impôts. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a les impôts les plus hauts. Moi, je crois dans la réindustrialisation du pays, j'espère qu'on y reviendra. On l'a défendu, on est en train de gagner cette bataille, c'est pas pour faire l'inverse. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est aux dépens d'autres priorités. On doit investir dans nos services publics, notre école, notre santé. On ne peut pas prendre cet argent pour le mettre sur les retraites. On a l'impression qu'il a agrandi son faux dilemme. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas augmenter les cotisations parce que les gens n'ont pas de sous, puisqu'on ne peut pas baisser les retraites parce que les retraités n'ont pas de sous, plutôt que de dire « donc on doit travailler jusqu'à 64 ans, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite », donc, dit-il, on peut sortir aussi d'une logique où les retraites sont financées uniquement par les cotisations et aller taper dans le budget de l'État. On met une parenthèse, mais c'est quelque chose qui se fait déjà dans plusieurs pays, et d'ailleurs en partie en France d'une certaine manière. Mais il met sur le tapis cette troisième solution pour la disqualifier aussi. Alors la formule magique, qui est implicitement le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le déficit. On profite pour disqualifier aussi les autres en disant eux ils sont irresponsables, eux ce qu'ils veulent faire c'est financer par le déficit. Et comme c'est inacceptable de creuser le déficit, il faudra aller 64 ans. Donc son argument consiste à partir de l'impossibilité de faire certaines choses pour en arriver à on est obligé d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Et en fait ce qu'on pourrait apporter comme contre-argument, c'est peut-être que le passage de 62 à 64 ans fait aussi partie des impossibilités. Parce que quand on est en train de tenir un marteau-piqueur ou quand on est devant une salle de classe de 37 gamins en 6e, à 64 ans en fait juste vous pouvez pas. Donc c'est un argument duquel il faut se méfier. Vos collègues du Parisien avaient fait cette petite infographie.
j'ai arrivé de la convoquer. Oui. Enfin, nous sommes le pays d'Europe qui, avec la Suède, qui a un autre système, et un autre modèle, mais on est ensemble. Regardez, tous les autres sont... Alors l'argument de la comparaison aux autres, il faut toujours se méfier parce que les situations sont différentes. Là, moi, ce qui me vient tout de suite en regardant ça, c'est que, ok, la France est à 62 ans, la Belgique est à 65, l'Allemagne est à 65. Et la différence, c'est que la Belgique comme l'Allemagne n'ont pas la même démographie. En Belgique, il y a 1,53 enfants par femme. En Allemagne, il y a 1,55 enfants par femme. En France, c'est 1,83. La différence entre avoir 1,8 enfants par femme et 1,5 enfants par femme, bah, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur ce truc-là, c'est très technique, comparer à sec comme ça deux pays qui ont des situations démographiques aussi différentes, ça n'a rigoureusement aucun sens. Donc, l'argument du « oui, mais en fait, regardez, tout le monde l'a fait et nous, on ne le fait pas », bah oui, mais on n'a pas la même démographie que les autres non plus. Regardez, tous les autres sont entre 65 et 65. On entend vos arguments, Monsieur le Président, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été compris ? Mais parce qu'il y a une volonté. Alors voilà une question. Vous pensez l'avoir mal expliqué? Donc en gros, on s'approche petit à petit pour lui expliquer que y a tout le monde contre lui. Donc elle reste très polie dans sa manière de lui demander s'il est un peu pas tout seul devant tout le monde, quoi. Je pense simplement qu'il y a aussi une volonté de passer à autre chose chez certains et de ne pas partager cette contrainte. Mais peut-on avoir raison contre 70% des Français? Alors c'est bien. Bugey, lui, il s'embête pas avec la politesse, juste il y va franco. Écoutez, d'abord, juste soit votre conviction, Monsieur le Président. Mais peut-on avoir raison seul contre les autres? Je pense qu'on peut prendre ses responsabilités dans un système démocratique où les élections ne sont pas très tardives, ni celles des parlementaires, ni celles du président. Quand on dit « je prends mes responsabilités », en politique, ça veut dire rien à battre. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Et où, sur les fondamentaux d'une réforme, après il faut la compléter, il faut entendre ce qui se dit, je vais y revenir. Et je pense que beaucoup de choses qui se sont dites ne sont pas sur les retraites. Bon, ça c'est sa manière de recadrer et de dire oui, mais en fait la colère c'est pas juste ça, en fait il faut parler plus largement. Bon, il est en train de se ménager une porte de sortie dans la discussion. Y compris les colères qui s'expriment aujourd'hui. Nos pêcheurs par exemple s'expriment à Rennes, c'est pas les retraites le cœur de leur problème. C'est des réglementations, des jugements qui leur tombent dessus. Bon, il faut les entendre et les aider. Beaucoup des colères qui se sont exprimées, ça ne sont pas que les retraites. Et je veux y revenir et pouvoir en parler. On y viendra. Mais notre système aujourd'hui, nous devons le réformer. Et donc je le fais en responsabilité, par le sens de l'intérêt général. Alors cette histoire de « je prends mes responsabilités et c'est l'intérêt général », c'est un argument d'autorité pure, c'est « moi je sais qu'est-ce qui est bon pour le pays ». Vous n'êtes pas content, je comprends, mais moi je sais. Il y a une partie des oppositions qui ont eu le sens des responsabilités. Et Alors il y a une différence à faire entre « je prends mes responsabilités », c'est-à-dire en gros j'y vais, peu importe ce que vous en pensez, et ils ont fait preuve de responsabilité, c'est-à-dire en gros, ils étaient d'accord avec moi. La question de la responsabilité, c'est-à-dire en gros nous on est responsable et les autres ne le sont pas, elle est très problématique parce qu'elle est très subjective. Qu'est-ce qui est responsable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Peut-être que le fait de faire cette réforme des retraites est responsable budgétairement. C'est possible. D'un point de vue des finances publiques, peut-être que c'est responsable. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est responsable d'un point de vue social. C'est peut-être complètement irresponsable d'un point de vue social. Allez, on fait un argument par l'absurde. Supprimer la retraite complètement, faire travailler les gens jusqu'à 90 ans. D'un point de vue financier, c'est très responsable. D'un point de vue humain et social, c'est une catastrophe. La question de nous on est responsable et les autres sont irresponsables, c'est un argument un peu glissant. Ils ont le sens des responsabilités. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Alors, sans rentrer dans le débat de savoir qui a fait un compromis ou qui n'a pas fait un compromis, parce qu'évidemment les syndicats diraient que c'est le gouvernement qui n'a pas fait de compromis, la notion de compromis, en fait, est une notion qui est super floue et super subjective. Parce que si je vous dis, par exemple, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre portefeuille, vous allez me dire, non, c'est à moi. Je vais dire, donc, vous ne faites pas de compromis. Donc, il suffit de regarder le truc par l'absurde pour se rendre compte que la notion de compromis, en fait, ça dépend comment on se place. Et puis, ça, c'est en partant du principe que le compromis est forcément une bonne chose. Le compromis n'est pas forcément une bonne chose. Il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis. Et la limite entre compromis et compromission, d'ailleurs, c'est la même racine, elle est bien floue. Hein. Donc, lui, il le fait apparaître comme, y a plein de gens qui ont été prêts à faire des compromis, les syndicats, eux, n'en ont pas fait, donc il se met dans le rôle du celui qui est dans la discussion. Là où historiquement les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps... Bon là c'est vraiment énorme, c'est vraiment l'entretien d'embauche où on dit non mais en fait je suis trop perfectionniste. Ça va quoi, je veux dire, on n'a pas réussi à convaincre. On a été coupable de ne pas réussir. I'm guilty of genius. C'est Gilles Legendre, patron de la majorité macronienne à l'Assemblée, qui, il y a 3-4 ans maintenant, dit on a sans doute été trop intelligent. Et puis, il y a une deuxième erreur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent
C'est extraordinaire. Il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ces concertations, il a été fait avec le Parlement, mais nous devons avancer. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Bon, là, on se retrouve avec cette notion d'intérêt général et de, intérêt supérieur de la nation, encore une fois définie par lui. Ça me fait penser à cette explication que donne Henri Guillemin, qui était diplomate, homme de lettres, historien, qui s'est penché sur la question de la Commune de Paris et le début de la Troisième République, et qui explique cette utilisation par les bourgeois qui ont donc créé cette Troisième République de la notion d'intérêt de la nation. C'est la volonté nationale, disait-il. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. Alors c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment, qui vient de quelqu'un qui est très à gauche, qui était communiste, qui était très copain avec Sartre. Mais elle est intéressante, je trouve, parce qu'elle explique une sorte de super argument d'autorité qui consiste à dire volonté nationale, intérêt général, donc ça s'applique. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors voilà. Bon, ça c'est sa manière de dire je m'en bats les couilles, mais bon. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème il est à 55 ou 58 ans. Alors on fait quoi? Et donc le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il replace le débat des retraites dans un contexte plus large qui est la question du travail. C'est super intéressant qu'il le fasse, mais la question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi avoir commencé par faire une réforme que tout le monde a perçue comme étant quand même un peu brutale, pour ensuite dire, mais en fait, 62, 64, c'est pas le sujet, l'important, c'est à partir de 55. On aurait pu en discuter avant. Curieux. La reconversion de fin de carrière. Il y a beaucoup de métiers où, au fond, passer 50 ans, on doit reconvertir. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre sur la table Voilà, c'est Bugier qui dit mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Ensuite. Et donc Elisabeth Borne, pardon, je reviens sur la Première ministre. Oui. Elle a votre confiance. Est-ce qu'elle l'a durablement? Pour plusieurs semaines? Pour plusieurs mois? Bon, la question, elle est simple, c'est combien de temps vous allez garder Elisabeth Borne? Alors, elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale. Bon, déjà, on voit l'hésitation. Alors, elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale, pas la suivante, pas, donc c'est déjà un choix de mots particulier. Et ce que je lui ai demandé, sur la base de ce que je viens de vous dire, et aussi du cap des priorités, on y reviendra, je pense, dans le cours de notre discussion, de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement. Bon, là, il répond pas du tout à la question, il s'est barré sur autre chose. Donc là, il fait de la langue de bois. Alors, la langue de bois, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Il suffit de faire des phrases très très longues, de faire beaucoup de relatifs, des relatifs dans les relatives, et se débrouiller pour qu'on finisse par oublier la question qui était posée. C'est une manière de ne pas répondre à la question. Pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, tout ne passe pas par la loi. Et donc, dans ce contexte, il faut agir au service de nos priorités, de nos compatriotes, le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État, et tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République, et ensuite de bâtir un programme de gouvernement pour que les choses soient plus claires et ambitieuses et apaisantes. Mais... La question, c'était combien de temps vous allez garder Elisabeth Borne? En fait, la langue de bois, c'est extrêmement facile à faire. Je veux dire, c'est pas un truc... Pose-moi une question. Quand est-ce que la prochaine vidéo de l'Esprit Critique va sortir? Alors laisse-moi d'abord te dire, Nathan, que cet épisode a une importance particulière parce que c'est le premier que nous faisons ce format et qu'il représente d'une certaine manière l'ensemble du travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Travail de grande qualité, j'en profite pour te féliciter au passage de t'être investi de la sorte et d'avoir participé à créer du contenu de qualité pour les élèves dont ils ont besoin, car l'esprit critique est un problème de société de manière générale, et pour les élèves et les étudiants en particulier.
En fait, on peut continuer comme ça, il suffit de rajouter des petits morceaux et de se barrer en fait vers ce qu'on a envie de dire. Donc en même temps, vous allez garder Elisabeth Borne. Je lui ai demandé de mener cette politique gouvernementale et et on se barre dans travail pour les Français. Et dans ce contexte-là, le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui... Alors ça, c'est le deuxième truc qu'on fait quand on parle politique, entre guillemets. Le premier, c'est la langue de bois, c'est pour essayer d'échapper à une question. Et le deuxième truc qu'on essaye de faire, c'est on essaye de placer ce qu'on a envie de dire. Lui, ce qu'il a envie de dire, c'est « j'ouvre des postes ministériels à la droite ». Donc lui, évidemment, il ne peut pas le dire comme ça. Donc il ne peut pas dire « les gars, envoyez-nous vos CV ». Donc il dit « je lui ai demandé d'ouvrir la majorité à tous les éléments de bonne volonté ». On a compris. Donc lui, il a certains messages à faire passer aux syndicats, aux médias, à la droite, et il utilise l'allocution pour essayer de passer son petit langage codé. Mais en fait, c'est assez rare que, surtout sur ce genre d'exercice, un président s'adresse vraiment aux Français. Alors évidemment, on pourrait continuer sur cet exercice pendant encore assez longtemps. Alors sur cette intervention, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'abord, on voit sa manière de faire, qui consiste en fait à être assez ferme, c'est-à-dire il lâche pas grand-chose. Il dit qu'on va faire une grande conférence sur le travail et tout, mais bon, ça ne va pas forcément donner quelque chose de très concret. En tout cas, comme disait l'autre, les promesses n'engagent que ceux qui croient. Par contre, on voit qu'il fait très très attention à ne pas être trop brutal. Donc il ne rentre pas dans l'art en disant voilà, ça s'applique, comme il a pu le faire avec certaines formules péremptoires du type qu'on vient de me chercher. Son intervention, elle soulève un certain nombre d'enjeux de fond qui sont assez intéressants, qui sont la légitimité, qui sont la question de l'intérêt général. Donc c'est peut-être des notions sur lesquelles on reviendra plus tard dans d'autres épisodes. Merci en tout cas d'avoir regardé. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on essayera de se livrer à cet exercice de décryptage un peu à l'ancienne comme ça, un peu plus souvent. Toute dernière chose évidemment, on profite de cet épisode long sur YouTube pour remercier l'ensemble de ceux qui nous aident déjà sur Tipeee. Vraiment merci à vous, ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'avancer et peut-être réussir à faire de l'esprit critique une activité à temps plein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, on ne saurait que trop vous encourager à venir nous aider un petit peu financièrement, chacun à hauteur de ses moyens. Et sinon, mettez des petits pouces, partagez évidemment et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.